Alors, bienvenue à ce nouveau direct sur la page Facebook de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On va se donner encore quelques petites minutes, le temps que plus de personnes se joignent à nous, et on pourra donc débuter notre conversation de ce vendredi. J'espère que vous êtes bien installés, vous avez votre thé, café ou de l'eau avec vous, et puis que vous êtes aussi prêts avec des commentaires, des questions à nos deux invités. On a la chance d'avoir deux experts dans le domaine, vous aurez l'opportunité là de leur poser vos questions sur justement ce nouvel outil qui, je pense aussi, avec la pandémie, devient de plus en plus pertinent. Quelques petites secondes et puis on pourra débuter. Alors, écoutez, c'est un plaisir, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noa Ben-Gayed, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et puis, on aura aujourd'hui l'occasion de parler d'un outil d'évaluation des applications en santé avec les co-chercheurs de ce projet-là. Alors, permettez-moi de vous les présenter. Mais je tiens d'abord à vous dire également que ce webinaire, rencontre, discussion, comme vous voulez, va être bilingue. Pourquoi bilingue? Parce que déjà, une de nos co-chercheuses est experte en anglais. Alors, on s'est dit, au moins, on va lui donner l'opportunité de s'exprimer dans sa langue. Et puis, aussi pour aller joindre plus de personnes, donc la communauté anglophone, allophone, pour qui ce projet serait aussi d'intérêt. On aura vraiment des conversations dans les deux langues. Vous êtes également invités à poser vos questions dans les deux langues. Sentez-vous complètement à l'aise. Et puis, nos conférenciers vont également répondre soit en français, soit en anglais, en fonction de leurs préférences. Alors, voilà, on est encore une fois entre nous. Et puis, avant de débuter, vraiment, permettez-moi de vous présenter justement nos conférenciers d'aujourd'hui, nos invités. On aura la chance d'avoir donc professeur Kristaline Best, qui est assistant professor at the Faculty of Medicine from the University of Laval. And she's also co-researcher at the Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale au niveau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Et notre autre également invité, professeur Simon Beaulieu de Bonneau, qui est chercheur boursier junior FRQS au niveau de l'École de physiologie au département de sciences sociales de l'Université de Laval et aussi chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le KIRIS, au sud de la capitale nationale. Alors, merci beaucoup à vous, justement, de prendre ce temps aujourd'hui. Alors, bienvenue, Simon, Christa. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir aussi. Alors, on a parlé du projet HEART, mais on ne l'a peut-être pas défini. Donc, c'est un acronyme qui veut dire quoi, justement? Simon, Christa, prenez la parole comme vous voulez. Et puis, encore une fois, dans les deux langues, comme vous le souhaitez. Simone, tu peux commencer en français si tu veux. Après, je vais faire en anglais. Parfait, parfait. Merci, Christa. Alors, HEART, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un acronyme pour l'expression anglaise Health App Review Tool, qu'on pourrait traduire par outil d'évaluation des applications de santé. Alors, l'application, ici, on parle vraiment des
des produits, des applications mobiles qui sont développées pour les téléphones intelligents ou les tablettes, par exemple, puis qui ont un but d'aider certains domaines de la santé. Ça peut être le sommeil, ça peut être la prise de médication, l'activité physique ou d'autres sujets là, reliés à la santé. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'acronyme HEART qui se dit bien en anglais, qui se dit un petit peu moins bien en français, mais l'idée, c'est de retenir, c'est un outil pour évaluer ces applications de santé-là. Est-ce que Christophe, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais je vais juste ajouter que le HEART, the Health App Review Tool, ce n'est pas une app eux-mêmes, c'est un outil de sélectionner les apps. So it's a tool to help make a match between people who have Alzheimer's, who could benefit, who are caregivers of people with Alzheimer's, or and the apps that exist. So of all of the millions and millions of apps that exist, it helps to make a match between the user and the applications. So it's not an app itself, but a tool to help match apps. And it's very good that you make this this difference, because there's hundreds and tons of applications that are available right there when it comes to our health. And as you mentioned, it can be either for sleeping app, nutrition, physical activity. But what made you come to the point where you say to yourself, okay, here there is a need for us to probably help people to better navigate through these apps and also to make them realize what is good for them and what it's not, and also how to select the app according to their needs and where they are probably in their dementia journey. How did Simon and I can't take credit of how we came to the idea. The idea came from Julie Fietta, who was a postdoc with us at University of Laval. She's now assistant professor at the University of Pittsburgh. But this idea, she's an occupational therapist, and this idea for her came because she has a grandmother with Alzheimer's disease. And she's also really tech savvy. She's an OT who knows how to use applications. She also creates applications, and she thought, how can I best help my grandmother who has Alzheimer's? And she said, I think I can help make a match between her needs and different characteristics I see on applications. So she worked through a process to create this tool to meet a need that she saw for her family member who has Alzheimer's. Okay. So there is a background behind this this finally research project now. Exactly. The science is there, and we can see the rationale in the science as well. There's many applications. It's daunting to go and try to select an application when you're not sure if it's going to meet the needs. And so this tool really came from a personal lived experience. But when we go to look at the science, we see the ubiquity, the number of applications that exist, and how many people with or without impairments of any kind struggle. I struggle to find apps sometimes or find good matches for things. So yeah, the tool really came from a lived experience of Julie. OK. Et donc, concrètement maintenant, Simon, je suis une personne atteinte ou je suis une personne proche aidante. En quoi finalement le projet HEART va m'aider? Comment finalement est-ce que je peux d'une part participer au projet, mais aussi en quoi est-ce que ça va venir répondre peut-être à est-ce que le besoin d'ailleurs doit être déjà ciblé ou identifié par la personne qui participe à cet outil, ou c'est l'équipe de recherche qui évalue les besoins du couple ou de la personne pour lui proposer par la suite des applications qui vont répondre à ses besoins? C'est une excellente question. Je veux juste revenir aussi en français sur quelque chose que Christa a mentionné tantôt qui est très important. Le HEART, ou l'outil d'évaluation des applications de santé, ce n'est pas une application mobile, un outil qu'on peut installer sur notre appareil. C'est vraiment un questionnaire qui permet d'apparier des applications mobiles existantes avec les besoins des utilisateurs. Puis, dans le cadre du développement de l'outil, les utilisateurs, c'est vraiment des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées ou leurs proches aidants également.
Donc, l'outil a deux parties. On évalue les besoins avec un questionnaire et on évalue aussi qu'est-ce que l'application mobile peut offrir. Puis, l'outil va pairer le besoin avec l'application qui est appropriée selon les besoins de l'utilisateur. Krista a aussi mentionné le développement de l'outil. C'est vraiment, il faut donner le crédit à notre collègue Julie Fietta qui a fait son postdoc avec nous au CIRIS à Québec et qui est maintenant professeur à Pittsburgh aux États-Unis en réadaptation. Puis qui continue de collaborer avec nous pour le développement de l'outil. On en est à la deuxième version. Il y avait un outil premier qui a été développé, qui a été épuré, raccourci avec l'aide de personnes qui œuvrent dans le domaine de la gériatrie, des cliniciens, des chercheurs aussi. Pour répondre à la question plus précise sur la façon dont ça peut être utile, l'application, bien oui, les gens qu'on va recruter dans ce projet-là, en fait, l'idée, c'est d'avoir un besoin en termes de santé. Là, ça peut être très large. Comme je disais tantôt, ça pourrait être le sommeil, la nutrition, aider à connecter avec des ressources communautaires aussi. Les usagers les utilisateurs potentiels vont avoir une entrevue pour bien identifier ces besoins-là. Et ensuite voir si ils peuvent avoir une application qui pourrait répondre aux besoins. Dans le but de valider un peu si notre outil est bien utilisable, la dernière version plus courte, plus facile à utiliser, bien, on veut vraiment voir si elle est implantable dans les milieux de soins et dans les milieux communautaires aussi. OK. Là, la pandémie a quand même eu un énorme impact sur que ce soit le télétravail, que ce soit la connectivité qu'on a entre nous. Donc là, notamment, on passe plus de temps avec des Facebook Live, sur Zoom, sur Teams. Comment est-ce que l'application, les applications ou les outils de technologie peuvent soutenir les personnes atteintes et les personnes proches aidantes, rien que pour finalement améliorer la communication? Parfois, on a tendance à croire, puis peut-être c'est des préjugés qu'on a, que les personnes âgées ne peuvent pas utiliser d'application, ou encore que les applications qui leur sont proposées ne répondent pas à leurs besoins. Alors, comment finalement amener cette population-là à avoir peut-être plus recours à la technologie, parce qu'il y a énormément de choses là qui fonctionnent très bien, mais pour lesquelles on est peut-être un petit peu effrayé, ou on ne sait pas, est-ce que je vais pouvoir comprendre l'application? Est-ce que je vais pouvoir également vraiment en tirer bénéfice? Est-ce que l'équipe de recherche, une fois que le match a été fait, est-ce qu'il y a un soutien qui est également offert au niveau de l'utilisation par la suite de l'application? Peut-être je peux commencer, Simone, tu peux l'ajouter. Mais effectivement, la pandémie, ils ont montré qu'il y a les besoins de la technologie de maintenir la communication entre les personnes. En isolation, ce n'est pas facile pour tout le monde d'avoir quand même une bonne connexion sociale. Les applications peuvent soutenir toutes les personnes âgées, les personnes avec les troubles cognitifs, mais toutes les autres dans la communauté aussi, d'avoir une connexion de communication entre eux. Mais si les personnes ne sont pas à l'aise ou familières avec l'utilisation de les apps, ça va peut-être diminuer ou ça peut être fâcher ou confuse les personnes si elles ont arrivé de connecter à Zoom, par exemple, et ça ne marche pas, on pourrait pousser quelques places, mais ça ne fonctionne pas. Ça va peut-être stresser ou ajouter une diminution de la santé par l'aide comme on a ciblé. Donc, d'avoir un outil comme le Heart qui peut sélectionner, mais voici une app qui va répondre aux besoins de telle personne-là parce qu'il y a une bonne connexion, un bon match entre les caractéristiques de la personne et l'app, ça va peut-être utile de diminuer le risque que l'app peut stresser ou ajoute les autres complications aux personnes. Effectivement, parce que même pour nous, ça peut être très frustrant. Là. Quand ça ne fonctionne pas, c'est frustrant quand même. Est-ce que
comment ça fonctionne finalement pour les applications? Est-ce que vous y allez avec déjà un certain nombre d'applications que vous connaissez et puis pour justement évaluer est-ce que ça répond aux besoins de la personne ou vous y allez sur les applications qui sont disponibles sur Google Apps ou Android et puis vous faites vous-même la recherche par rapport au sujet qui a été identifié. Comment, à ce moment-là, se fait la sélection à partir de ces moteurs de recherche, quels qu'ils soient Apple ou Android, pour proposer justement quelque chose qui soit d'une grande qualité et par la suite qui réponde adéquatement aux besoins de la personne? Comment se fait la sélection là? Je peux commencer, puis Krista, tu pourras compléter si tu veux. Je pense que c'est la grande question. Puis Krista disait tantôt, c'est commun à tout le monde, hein. On est un peu perdu dans la marée des applications disponibles sur les plateformes que ce soit Apple ou Android. Puis c'est ça l'idée au cœur du projet, c'est de faciliter le choix. On parlait tout à l'heure des besoins en termes de santé, mais l'outil évalue aussi les besoins sur d'autres perspectives. Donc, est-ce que, par exemple, le type d'interaction qu'on a avec l'application, si c'est appuyer sur des boutons, à naviguer, est-ce qu'on a besoin d'une connexion à Internet pour utiliser l'application ou ça peut se faire hors ligne finalement? Donc, c'est aussi pour pairer ces besoins ou ces préférences-là et non seulement le besoin en termes de santé, ce qui peut améliorer peut-être le désir de l'essayer. Comme on parlait tantôt, certaines personnes peuvent être un peu craintives d'essayer des applications. Si on prend ça en ligne de compte, ça risque de mieux fonctionner. Pour les besoins du projet actuel, l'idée, c'est on va présélectionner certaines applications pour permettre aux gens de pré-tester, de tester en fait ces applications-là qui peuvent répondre à leurs besoins, mais que notre équipe va avoir sélectionné selon différents critères. Mais l'idée, c'est que si l'outil est utilisable et facile d'utilisation, bien, c'est d'avoir une banque d'applications de plus en plus grande sur lesquelles on peut choisir, puis ça va nourrir un peu l'algorithme pour pairer ces besoins-là. OK. Donc, finalement, il y a déjà des applications et vous faites également par la suite tout un travail là, d'identification par rapport plus aux besoins de la personne. Oui, Krista, allez-y. Oui, je vais juste ajouter dans nos visions pour le futur et de voir, voici telle caractéristique d'une personne et voici quelques apps qui peuvent fonctionner d'aider dans certaines tâches. Donc, ça, c'est le vision grand pour le futur, mais nous sommes vraiment dans le début de recherche pour évaluer l'utilisabilité de cet outil avec les applications présélectionnées, avec les critères spécifiques sélectionnés par notre équipe. OK. Alors, quelque chose de très concret. Qui peut participer et aussi comment participer et aussi est-ce que, encore une fois, là on a parlé de manière assez large là, mais si vous pouviez aussi peut-être plus valider les thématiques ou les applications pour lesquelles il y aurait peut-être quelque chose de plus pertinent à aller chercher maintenant. Vous avez mentionné le sommeil, l'activité physique, la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que les gens pourraient justement bénéficier du projet Heart pour avoir des applications déjà identifiées? En français ou en anglais? Allez-y. Oui. Je vais commencer avec la dernière partie de la question. Donc, on a dit qu'on a présélectionné les applications. Ça, c'était le début, le premier projet. Maintenant, nous avons une équipe des étudiants en ergothérapie qui est en train d'évaluer encore l'utilisabilité, mais au niveau de cliniciens, ergothérapeutes, c'est leur travail de parler avec le client, la personne, de savoir c'est quoi les besoins.
Donc, nous sommes là maintenant de parler avec les participants qui pourraient être plusieurs demandes. On va aller là dans juste une seconde. Mais on va parler avec tous nos participants de savoir c'est quoi les besoins et les ergothérapeutes, les étudiants ergothérapeutes vont aider de sélectionner les bonnes apps dans une grande liste. Si la personne, le participant a un autre besoin qui se fit pas dans notre ou qui se arrive pas dans notre liste d'apps, on va travailler avec eux quand même de chercher une app qui peut fonctionner. Donc, nous sommes là maintenant pour la sélection des applications. OK. Simon, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ben, juste pour compléter sur le type de besoin, ça peut être plus large que les exemples qu'on a donnés tantôt. Là. Je viens de ressortir un peu la liste des domaines. Là. On parlait tantôt d'activité physique, médication, nutrition, la stimulation cognitive aussi. Là, bon, certaines stratégies pour entraîner la mémoire ou pour des stratégies externes pour se rappeler de certaines choses, qui est plus mon domaine. Moi, je suis psychologue, neuropsychologue de formation. Aussi, la communication avec des ressources en santé, de l'information, ça pourrait être un besoin qui est exprimé par la personne. Et ensuite, par exemple, se connecter à des ressources communautaires, là, comme j'ai mentionné tantôt, je pense. Alors, ça peut être assez large là, comme type de besoin. Puis, c'est ça, on va proposer là, dans le cadre du projet une application qui cadre le mieux possible avec ces besoins-là. Vous avez mentionné justement des ressources communautaires. Ben, ça m'intéresserait. J'aimerais bien que les sociétés Alzheimer y soient. Alors, bon, on aura cette conversation en aparté, mais effectivement, je pense qu'il y a une méconnaissance des ressources communautaires qui sont disponibles à travers la province. Et parfois, ben, malheureusement, on attend avant d'avoir recours à ces services-là, alors que ça pourrait être bénéfique bien avant. Vous avez mentionné stimulation cognitive, alimentation, sommeil. Est-ce que les HEART visent également finalement à outiller ou à répondre aux besoins des personnes durant leur parcours avec les troubles neurocognitifs? Donc, pas juste au niveau peut-être de la prévention, des services dans la communauté ou de la stimulation cognitive, mais quelque chose aussi qui est évolutif avec la maladie. Ma réponse, c'est oui, ça va être utile. Les apps peuvent répondre à plusieurs des besoins. On peut faire un match entre une app et plus tard faire un autre match avec une autre application. Donc, le HEART était désigné de fonction pour beaucoup de niveaux, si c'est un Alzheimer léger ou un Alzheimer plus modéré. Donc, vous avez à Noah nous demander c'est qui peut participer à l'étude. Oui. On va chercher les personnes dans la ville, qui habitent dans la ville, ayant une trouble cognitive pour être léger, modéré. Plus sévère, on imagine que c'est peut-être moins likely d'habiter dans la ville, mais ça dépend. Donc, notre étude est ouverte à tout le monde qui a une trouble cognitive, Alzheimer, mais aussi leurs proches aidants. Donc, on va faire une recherche avec les deux personnes ensemble, le proche aidant et la personne avec le trouble cognitif, et les professionnels de santé. Donc, s'il y a un professionnel de santé engagé dans la vie de cette personne-là, pourrait être intéressant d'explorer l'utilisabilité de la HEART avec le clinicien et la personne et le proche aidant. Ah, ça, c'est excellent, effectivement, de le souligner que ce n'est pas juste pour les utilisateurs, personnes atteintes ou proches aidants, mais également qu'il y a un volet aussi pour les professionnels. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est le même parcours, c'est le même processus qui est suivi pour identifier les applications ou vous leur donnez une liste d'applications et puis c'est finalement la responsabilité leur revient à eux que de choisir l'application? Comment est-ce que vous le voyez, cette partie-là, justement? Je peux y aller, Simon, ajouter si tu veux. Mais le vision pour le futur est que le HEART serait une app, effectivement, en effet. Donc, on va créer une app, mais même on va garder le papier aussi. Donc, on visionne que les cliniciens peuvent utiliser dans leur pratique. Les personnes peuvent aller sur le site web, télécharger, utiliser eux-mêmes. Donc, quand nous avons nos recherches faites et on a
débugger les choses qui est moins utile, on va laisser pour le monde à utiliser. Donc, ça, c'est un peu dans le futur, mais oui, effectivement, on peut cibler ou on peut penser que l'outil va être disponible et utilisable pour tout le monde qui a le besoin. Simon, est-ce que Juste vous pour voulez- ajouter oui. sur les participants, les gens qui peuvent participer au projet, donc c'est vraiment toute personne qui demeure dans la communauté, donc pas en institution de santé, puis qui rapporte un besoin en lien avec la santé. Puis on l'a vu tantôt, là, ça peut être plusieurs types de besoins. Ça peut être des besoins qui sont plus associés aux proches aidants aussi, qui peuvent eux aussi avoir des problèmes de sommeil, par exemple, ou avoir un peu plus de difficultés à s'engager dans leurs activités. Puis, c'est encore plus présent avec la pandémie. Puis, au niveau des professionnels de la santé aussi, on est assez inclusif. Ça peut être aussi des chercheurs, des gens de la communauté de la recherche, des étudiants qui ont une expérience de travail avec la population visée. Alors, maybe a question in English. What would be your argument for people who are looking for an app, whatever the app is, and who would say to themselves, I can do this search on Google App or on my iPhone. What would be the added value of the team? Yeah, I think anybody can go search any app. That's true. And there's thousands of them, millions of them. But I think what the Heart brings added value is by completing a few questions. And Simon mentioned we had a previous version, it was 120 questions. It was long to complete. Now we're in a refined version 2.0, and we have about 20 questions in each category with check boxes. And so with that, you can complete a form in less than 10 minutes to see, is this app actually going to meet the needs of my personal characteristics? So for example, if I have a visual impairment and I can't read the apps well, does this app allow me to blow up the screen so I can read the information? Does the apps give me sound to remind me of something? So I think this tool will help to make sure the app is good for the characteristics of the person, apart from just going to select any app that could be available. Especially that it can be very overwhelming when we are looking for apps that really suits our need. We have to go through sometimes hundreds of reviews to see, is it really good? And then we download it and we try a few things and then, no, this is not for me. So you are saving times as well. Exactly. And when we create this database in the future, so after we collect all of this data, and we'll be able to say, okay, here's a person with mild Alzheimer's, and they also have some visual impairment. Here's some apps that have worked really well with other similar people in the community. And from this, people will then be able to go and select apps from a list that exists. So we're in the process of gathering that information. Excellent. Sorry. Simon, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose sur un autre point dont on a parlé tantôt, concernant peut-être les préjugés sur la technologie mobile et les personnes âgées. Bon, on sait qu'il y a des statistiques de Statistique Canada qui je pense que c'est 60% de la population de 65 ans et plus qui avait un téléphone intelligent en 2018. On peut supposer qu'en 2022, ça a probablement augmenté avec le contexte de pandémie qui fait en sorte que des gens s'y sont peut-être mis. Puis là, on parle juste de téléphone intelligent, là. Et puis il faut ajouter les tablettes qui ont aussi le même fonctionnement au niveau des applications, qui peuvent même être aidantes au niveau visuel, là, comme Krista parlait. Donc, c'est de plus en plus un marché de masse et non un marché de niche en termes d'âge. Puis, c'est ça, l'idée de l'outil, c'est aussi d'aider les gens à démystifier certains de ces préjugés-là, peut-être par rendre accessibles des applications qui conviennent mieux à leurs besoins, plutôt qu'on y va seulement en fonction du nombre d'étoiles qui sont cotées sur les plateformes qui peuvent être mises par des gens qui ont peut-être des besoins différents. Tout à fait. Ben, écoutez, on a eu plusieurs questions par rapport, est-ce que l'outil est disponible actuellement? Donc, je pense que
vous y avez déjà répondu. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on mettra les coordonnées effectivement de Krista pour favoriser l'implication justement dans ce projet-là. Qui et comment participer, là, je pense également, vous y avez répondu. Est-ce que, oui, moi, je suis co-chercheur également avec vous, mais je pense qu'on aura peut-être aussi une communication plus précise par rapport au recrutement de personnes qui seront intéressées. Donc, pour ceux que cela intéresse, vous aurez déjà les coordonnées de Krista, mais également, il y aura tout un processus là par la suite qui vous sera partagé pour justement plus vous impliquer là avec l'équipe. Oui, Krista, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, je peux partager le diapo que j'ai donc préparé qui montrait un peu le projet et aussi mon courriel qui la personne. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous voyez le... Oui, si vous pouviez juste, voilà, exactement. Le mettre. Parfait, merci. De rien. Donc, ça, c'est mon courriel là. S'il y a quelques personnes qui ont l'intérêt de savoir plus, participer, vous avez des questions, nous sommes toujours ouverts. Je peux ajouter aussi que nous sommes en train de modifier un peu cet outil pour notre population parce qu'on a entendu que la population brain injury, je manque le mot en français, TCC, Simon, tu peux me... Les gens qui ont un traumatisme crânio-cérébral, traumatisme crânien, oui. Oui, merci. Donc, on a pensé de cette clientèle, cette population pour la même application, mais à modifier pour eux. Excellent. Donc, effectivement, je viens de partager votre adresse courriel également en commentaire sur le Facebook Live. Donc, comme ça, vous pourrez directement communiquer avec Krista. Et nous, vous allez également recevoir soit des statuts, soit via notre infolettre, l'information par rapport au projet en tant que tel. Alors, peut-être le mot de la fin, je vous laisse débuter. Peut-être Simon. Oui, bien merci. C'était vraiment agréable de vous parler de ce projet-là qui est je suis très content qu'on ait la chance de collaborer ensemble dans ce projet. Il y a plein de personnes impliquées. Il y a deux autres chercheurs aussi au CIRIS, là, Marie-Ève Lamontagne et François Routier, qui sont avec nous dans ce projet-là, qui sont des experts en transfert de connaissances en technologie de la réadaptation et plusieurs étudiants en réadaptation et en psychologie aussi. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes seulement curieux, si vous allez en savoir plus ou vous êtes curieux de participer. Ce n'est pas une implication qui est très grande non plus. Il y a beaucoup de choses qui se font à distance, les entrevues par visioconférence, les questionnaires en ligne, par exemple. On peut vraiment vous accompagner dans toutes les étapes, là. Alors, on a fait ça pour faciliter la vie de tout le monde pour la participation. Alors, merci. Merci Simon. Krista? Oui, je vais vous remercier aussi d'avoir nous aujourd'hui et pour tout le monde qui est avec nous d'écouter. Comme Simon a dit, c'est vraiment une équipe grande que nous soutienne. Nous sommes dans un partenariat formel aussi avec NOE, la Fédération Alzheimer à Québec. Donc, c'est un projet qui a été financé par le Conseil de recherche en social humanities, c'est le CRSH, et le financière nationale de Tri-Council. Donc, c'est un projet qui a montré le besoin pour plusieurs demandes. Donc, merci d'être avec nous. N'hésitez pas si vous avez la question ou si vous voulez participer à notre recherche. Merci beaucoup, Simon, Krista, de vous être prêté au jeu. Effectivement, la Fédération est partenaire avec vous parce que justement, on est là pour soutenir les personnes atteintes et les proches aidants durant leur parcours avec la maladie et de pouvoir leur offrir des outils concrets qui vraiment répondent à leurs besoins pour permettre de maintenir leur autonomie et puis favoriser également leur interaction sociale, leur vie dans la communauté. C'était quelque chose qui était une priorité pour nous et qui nous tenait à cœur. Alors, merci d'abord de nous avoir sollicités et puis maintenant de nous engager avec vous. Alors, on aura certainement l'occasion par la suite, une fois que le projet aura mûri et puis qu'on est dans des phases de développement, d'avoir à nouveau peut-être une rencontre avec les personnes ici sur notre plateforme. Alors, merci beaucoup à vous de votre temps
Et puis, merci également à tous les personnes qui étaient connectées sur Facebook avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. OK.